Donc, encore une fois, donc bienvenue à tous pour ce webinaire qui a été concocté par l'équipe de la division de la pharmacie et des médicaments. Et je vous donne ici un peu la structure de ce webinaire qui devrait durer moins d'une heure. Hein. Donc, on va vous expliquer un peu le background de ce projet. Et puis, on va parcourir avec vous, en fait, les éléments essentiels du guide pratique. Et vous pourriez par la suite vous y référer. Et donc, je pense qu'il sera intéressant aussi, c'est de voir quelques exemples qui seront présentés par l'équipe et qui remontent en fait directement du feedback du terrain. Donc, je vais, sur ce, pour ne pas perdre plus de temps, je vais laisser la parole. Je pense que c'est Caroline qui commence, c'est ça? Oui, Voilà, c'est à toi, exact. Caroline. Merci beaucoup. Désolée, j'ai un peu couru, je suis un peu essoufflée, mais alors, oui, le projet, est né de de l'identification, d'un phénomène croissant qui est la falsification des ordonnances. On a noté que, voilà, c'est en augmentation croissante, que ce soit au Luxembourg, ou ailleurs en Europe. Donc vous voyez sur la slide, on a présenté, hem, le nombre d'ordonnances falsifiées rapportées à la DPM depuis 2019. On peut voir en 2022 pardon, on a eu un pic de déclarations qui s'est poursuivi en 2023. Alors évidemment, ces chiffres sont à nuancer, c'est pas énorme. Toutefois, je pense qu'ils sont quand même révélateurs d'une tendance et bien évidemment, il est presque sûr que, ce phénomène soit encore sous-notifié. Il est important de rappeler que la falsification d'ordonnances fait courir des risques pour la santé publique et individuelle en permettant aux fraudeurs de se procurer des médicaments en dehors de tout contrôle médical. Les principaux risques étant notamment des risques de consommation abusive, de mésusage, de détournement de médicaments ou encore de trafic ou de dopage. Dans ce contexte, le pharmacien, étant en première ligne face aux pharmaciens, est un acteur majeur pour prévenir les abus et les risques. Je veux bien la slide suivante. Alors, il nous paraissait important ici de rappeler des définitions importantes, donc le mésusage et l'abus. Donc, le mésusage, c'est une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit non conforme à l'autorisation de mise sur le marché. Et l'abus, c'est un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique d'un médicament accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives. Euh, La frontière entre le mésusage et l'abus est mince et il peut parfois être difficile, notamment dans le cas des ordonnances potentiellement falsifiées, de savoir où commence l'un et où termine l'autre. Quoi qu'il en soit, il nous paraissait important de rappeler ici que ces cas de mésusage et d'abus, qu'il y ait un effet indésirable associé ou non, doivent, nous être remontés, à la DPM, à l'adresse que nous avons mentionnée ici, pharmacovigilance@tms.eta.lu. C'est notamment important, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la problématique et pouvoir par la suite, mettre en place des actions si nécessaire. Donc ici, on vous a remis sur la slide un peu les objectifs, de ce projet. L'idée, c'était de sensibiliser les pharmaciens, de vous sensibiliser, à la thématique et aussi de rappeler, votre rôle, le rôle en tant que garant de la santé publique. Et il nous semblait important aussi de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs. Le but aussi étant d'essayer de fournir des points clés pour, détecter plus facilement, une ordonnance potentiellement falsifiée. Donc, notre projet s'intègre dans une démarche harmonisée et collaborative réalisée avec les acteurs impliqués, donc, en interne, la DPM, mais également le collège médical, les pharmaciens, la CNS, la justice et la police grand-ducale, qui ont tous, été sollicités, pour l'élaboration de ce guide. Alors, comme je le disais, donc pour préparer ce guide, on a consulté donc des acteurs internes et externes pour discuter de la problématique et des attentes. On a effectué une recherche des textes réglementaires existants et essayé au travers de nos échanges, de confirmer notre compréhension des textes et clarifier les responsabilités.
et évidemment donc de proposer un cadre pratique pour le terrain. Donc ce qui est ressorti de tout ça, c'est que la DPM n'a pas compétence pour déclarer qu'une prescription est falsifiée ou non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans tout le à la présentation, on vous parlera d'ordonnances potentiellement falsifiées. Hem Et donc il est important aussi pour qu'il y ait des suites légales, que la police soit contactée par le pharmacien dès que le document soupçonné d'être, faux, enfin, dès que le pharmacien a une ordonnance potentiellement falsifiée, afin de permettre une saisie du document en période de flagrance. Ainsi donc au final le rôle de la DPM se limite à la, surveillance, donc l'évaluation des mésusages, des abus potentiels et de la dépendance des médicaments, et aussi à un rôle informatif, comme dans le cadre de la brochure, de campagnes de prévention et éventuellement, la préparation de circulaires pour un appel à la vigilance. Heu, pour ceux qui ont déjà vu nos circulaires, Hem, pendant un moment, on envoyait systématiquement des circulaires en cas d'ordonnance potentiellement falsifiée. En en réalisant notre projet, on a vu que finalement, ce qu'on faisait jusqu'à présent ne respectait pas suffisamment le RGPD, à savoir que théoriquement, on ne devrait pas, annexer l'ordonnance à la circulaire, et également que l'anonymat doit être respecté pour le patient, mais également pour le prescripteur, sauf si celui-ci nous donne son accord explicite. Donc, on a un petit peu modifié, notre template de circulaire, et je pense que ça évoluera encore, par la suite. Hem, donc nous avons donc développé, un guide pratique à destination des pharmaciens dont les points, vont vous être présentés par la suite, et nous avons mis aussi en place un suivi renforcé des cas dans le cadre de la, pharmacovigilance et de la dictovigilance. Hem, donc, il nous a semblé important, enfin dans la recherche de nos différents textes réglementaires, certains éléments nous paraissaient indispensables, et on a remis ici, des principes fondamentaux qui rappellent notamment que la dispensation du médicament doit être accompagnée de la vérification de la régularité de l'ordonnance et l'analyse de la pertinence de la demande par les pharmaciens. Mais également que l'ordonnance qui est présentée doit impérativement être un document original et que l'identité du patient doit être assurée par la présentation de sa carte d'assuré. Ici, au Luxembourg, il y a une difficulté qui est quand même supplémentaire, par le caractère cosmopolite. On est entouré voilà, de pays, de grands pays frontaliers, donc comment dire? La problématique est assez particulière. Merci. Donc là, vous voyez sur la slide, on vous a représenté, différents types d'ordonnances, donc ordonnances françaises, allemandes, belges. Comme vous voyez, elles sont toutes différentes et il n'existe pas encore un modèle harmonisé au niveau européen, ce qui est une difficulté supplémentaire. Bien, ouais, merci. Toutefois, donc même si on n'a toujours pas de modèle harmonisé, la directive d'exécution 2012-52 précise quand même les éléments minimaux qui doivent être, présents sur toute ordonnance. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez ici quand même les 4 grands éléments, à savoir l'identification du patient, bien évidemment, du prescripteur avec sa signature manuscrite ou numérique selon le support, l'authentification de la prescription et également l'identification du produit. Mais toutes ces informations-là sont déjà listées dans la brochure. Je laisse la parole à mon collègue Sven pour la suite. Merci beaucoup Caroline pour la partie, un peu plus théorique. Donc à moi de vous accompagner dans le volet un peu plus pratique, pardon, donc ce que vous rencontrez réellement en tant que pharmacien sur le terrain. Donc prenons le cas que vous avez une personne qui se présente dans votre officine avec une ordonnance, elle vous la tient et vous n'allez pas tout de suite voir que c'est une falsification. Ça commence
au tout début par toujours un doute. Et ben, ce doute, d'où il peut venir? Il peut venir d'un côté sur l'ensemble des ordonnances. Par exemple, la personne sur l'ordonnance n'est pas la même personne que vous avez devant vous. L'ordonnance n'est pas un papier original, mais un document scanné, voire photocopié. La rédaction de cette ordonnance, elle peut vous paraître non conforme à la législation. Genre, par exemple, si vous avez quelqu'un qui essaye de, de vous prendre la rilatine sur ordonnance classique, alors que tout le monde sait que c'est sur ordonnance issue d'un carnet à souche. Idem aussi, l'écriture peut être une origine d'un doute. Si vous connaissez les médecins ou d'une ordonnance à l'autre, vous voyez que, ah tiens, l'écriture a changé, ça devrait vous paraître suspect. Si vous avez sur une ordonnance 2 écritures différentes aussi, vous voyez que c'est peut-être pas écrit à une seule paire de mains. Donc tout ça sont des points de l'ensemble de l'ordonnance qui peuvent vous mettre le doute pour y regarder de plus près. Après, le médicament lui-même, peut aussi être à l'origine de ce doute initial. Est-ce qu'effectivement, il y a une ligne qui a été rajoutée? Par exemple, vous avez toute l'ordonnance qui est écrite avec un bic bleu et une dernière ligne pour un médicament racheté avec un bic noir. Quand même assez douteux. Ça peut être le cas effectivement, mais ça peut quand même aussi être bien ce qui vous met la puce à l'oreille pour voir: «Ah tiens, il y a quelque chose qui cloche avec celle-là». Après, des fautes d'orthographe peuvent arriver à tout le monde, certes, mais des gens qui n'ont pas trop l'habitude de manipuler ces molécules, les noms de médicaments, bah, ils ont aussi plus tendance à faire des fautes d'orthographe en rajoutant eux-mêmes des noms de médicaments et de molécules sur une ordonnance. Pareil pour les posologies qui vous paraissent anormales, genre un somnifère, s'il y a marqué 1 comprimé par jour, c'est tout à fait logique, mais facilement modifié en un 4 par exemple. Si vous prenez 4 somnifères par jour, c'est déjà un peu moins logique, donc à nouveau à regarder de plus près. Ensuite, il y a aussi un contexte, à nouveau un peu particulier, puis qui devrait vous faire sonner les cloches d'alerte. Vous avez d'un côté le patient qui se présente devant chez vous dans des situations peu propices, en fait, une situation de stress ou juste avant la fermeture pour que vraiment il vous presse, allez vite, 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 pour que vous avez peut-être moins le contrôle de vérifier les ordonnances. Donc là, il faut aussi pas se laisser stresser, prendre du recul et faire ça en bonne et due forme. Pareil, le patient qui se présente et qui dit, malgré le fait qu'il y a un matricule qui est noté sur l'ordonnance, qui n'est pas affilié, vous n'avez pas besoin de facturer au niveau de la CNS, comme ça il échapperait au contrôle de cette dernière. Et finalement, on ne vous apprend rien de nouveau si on vous dit qu'il y a des molécules qui sont plus connues que d'autres pour leur potentiel d'abus et de mésusage, notamment les hypnotiques que je viens déjà de citer, aussi bien que les benzodiazépines. Ceci dit, tous les éléments que je viens de citer, c'est pas d'office quelque chose qui vous dit: «Ah, c'est probablement de falsification», mais ce sont des éléments qui devraient quand même, dans les cas donnés, vous rappeler qu'il faut quand même rester vigilant qu'une ordonnance falsifiée, ça peut très facilement passer inaperçu si on n'y prête pas assez d'attention. Donc après ce premier doute, donc il faut maintenant regarder si ce doute, bah, il persiste ou si au contraire on trouve que l'ordonnance, elle est authentique. Pour ce faire, vous pouvez commencer à discuter, par exemple, avec le patient que vous avez devant chez vous. Si c'est quelqu'un qui connaît bien le traitement, qui peut vous parler de manière cohérente de ce qui est prescrit, dans ce cas-là, c'est plutôt en faveur d'une ordonnance authentique. Pareil, si disponible, vous pouvez regarder dans votre logiciel de l'officine l'historique du patient. Est-ce que c'est un médicament ou au moins une classe de médicaments que le patient il a déjà l'habitude de prendre? Ça aussi, ça peut être un indice si la prescription est authentique. Et le dernier point, et ça c'est donc effectivement le moyen absolu pour prouver l'authenticité d'une prescription de médicaments, bah, c'est le contact avec le prescripteur de cette ordonnance-là. Après, je vous entends déjà, j'étais pharmacien sur le terrain aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Les prescripteurs ne sont pas toujours joignables. Donc, que faire dans ce cas-là où je ne peux pas confirmer avec le prescripteur que l'ordonnance est en effet authentique? Bah, dans le cas de ce doute persistant, en tant que pharmacien, vous pouvez très bien vous référer au code de déontologie pour temporairement suspendre la délivrance avec l'accord du patient. Vous demandez, mais tiens, en fait, ici, pour un problème d'authenticité ou vous aimeriez bien confirmer quelque chose avec les prescripteurs, est-ce que le patient il est d'accord de temporairement laisser l'ordonnance ici et il sera contacté dès que le médecin il a pu enlever les doutes.
Si le patient il accepte, bah, tant mieux. Déjà, ça parle aussi pour sa cause, parce qu'une personne honnête, disons, elle a plus tendance à accepter cette proposition de délivrance ultérieure qu'une personne qui est là pour frauder. Après, si le patient lui dit: «Non, non, j'ai pas le temps pour ça», il veut reprendre son ordonnance, même ça, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, vous êtes quand même invité, en tant que pharmacien, de marquer votre, refus de délivrance sur la prescription. Ça, vous avez le droit de le faire et vous mettez une petite note, refus de délivrance, motif, doute d'authenticité. Comme ça, l'ordonnance, elle reste quand même toujours valable pour le patient s'il se présente ailleurs, mais vous avez quand même mis les autres pharmaciens qui arrivent par la suite en garde. Comme ça, eux aussi, ils regardent et si par chance, eux, ils arrivent quand même à joindre le prescripteur et ils confirment que l'ordonnance est authentique, bah, il peut quand même toujours délivrer là-dessus. Comme ça, personne n'est lésé et au contraire, vous, en tant que pharmacien, vous avez bien joué le rôle de garant de la santé publique. Ensuite, maintenant, donc, dans le concret du cas, on a eu la réponse que l'ordonnance, elle est donc authentique, aucun souci. On délivre dans les règles de l'art. Maintenant, à l'inverse, le cas le plus intéressant ici, dans le cadre de cette brochure, l'ordonnance, elle est pas authentique. Le médecin vous a dit: «Oui, non, je connais pas le patient» ou «J'ai pas vu ce patient, j'ai pas prescrit cette ordonnance». Bah, dans ce cas-là, vu que c'est maintenant une ordonnance déclarée falsifiée, vous, en tant que pharmacien, vous n'êtes plus en droit de la délivrer. Maintenant, vous avez 2 options pour procéder. Soit, en tant que pharmacien, vous appelez immédiatement la police ou vous ne l'appelez pas. Alors, peu importe la décision que vous prenez, si vous avez trouvé une ordonnance, falsifiée, il y a toujours une certaine attitude, un comportement à adopter face au patient. On ne va pas le pointer du doigt évidemment, mais on reste calme et courtois. On essaie plutôt de chercher le dialogue avec ce dernier, en éventuellement le rendre gentiment attentif que voilà, ça c'est pas une ordonnance authentique et s'il se rend compte qu'avec ses actions, il se rend quand même, coupable, d'une infraction punissable par la loi. Analysons alors de plus près la 1re option. Donc, vous êtes en face de la personne qui a l'ordonnance falsifiée. L'ordonnance, elle est prouvée falsifiée et vous décidez d'appeler la police. Alors pourquoi on insiste tellement à appeler la police? C'est comme disait déjà, ma collègue Caroline au début de la présentation, c'est parce que c'est uniquement la police, voire après la justice, qui, peut faire en sorte qu'il y a des poursuites judiciaires. Et donc, dans le cas de ce flagrant délit, vous êtes en droit aussi d'appeler le numéro 113, qui est donc le numéro d'urgence de la police, comme vous connaissez, j'imagine. Après, vous pouvez aussi, si vous le connaissez, appeler le numéro de votre commissariat de police du quartier. Bien que le 113, il est totalement justifié parce que vu que vous êtes en flagrant délit, vous êtes dans un cas d'urgence où la police devrait, en théorie, agir, rapidement. Maintenant, comment procéder d'ici là? Parce que ça prend quand même toujours, un certain moment que la police, elle arrive sur place et il se peut que le patient, il a du mal à attendre, voire il est peut-être déjà parti avant que la police arrive. Donc dans tous les cas, on vous recommande au pharmacien de faire une copie de l'ordonnance. Comme ça, si jamais le patient, il part quand même avec l'original, bah, vous avez toute information à fournir à la police, même si cette copie n'est pas une, pièce de preuve, juridiquement valable, elle fonctionne quand même comme une source d'information pour la police, pour ensuite, aller rechercher en fait, l'ordonnance falsifiée originale auprès de la personne incriminée. 2e point qu'on vous invite à faire, c'est si déjà vous avez fait une copie de l'ordonnance, il est toujours intéressant pour nous, la division de la pharmacie, d'obtenir ces informations aussi dans le contexte de la pharmacovigilance pour que nous, on ait une visibilité. Quelle est l'ampleur de ce phénomène d'ordonnance falsifiée et surtout quel type de médicament est, concerné? Si on remarque qu'il y a, une certaine molécule ou une certaine classe de molécules qui effectivement est en émergence, dans ce cas-là, ça nous permet aussi de réfléchir, bah, est-ce qu'il y a éventuellement des adaptations réglementaires qui devraient suivre pour mieux encadrer ce médicament au Luxembourg. Maintenant, la police, elle arrive sur place. Si le patient, bah, oui, si le patient, il est toujours là, bah, tant mieux. Dans ce cas-là, c'est d'office la police qui prend en charge le patient fraudeur, qui dresse les PV, et qui fait suivre les poursuites judiciaires. Si maintenant le patient n'est plus sur place, dans ce cas-là, la police, elle arrive quand même avec vous, les pharmaciens. Elle peut dresser le procès verbal
Et ensuite, en tant que pharmacien, vous avez en fait terminé déjà votre rôle parce que tout le reste se passe au niveau de la justice. Après, vous posez peut-être la question, mais tiens, en fait, est-ce que ça a un sens d'appeler la police? Est-ce qu'il y aurait vraiment des suites si je me donne la peine de faire tous ces efforts et de contacter la police, etc. Alors oui, il n'y a pas forcément toujours des suites directement visibles pour vous, pharmaciens, mais à moyen terme, c'est quand même ce qu'il faut faire si on veut maîtriser le souci de ces falsifications d'ordonnances et diminuer l'abus dans la population. Vous avez donc effectivement 3 possibilités qui peuvent se produire par après. Vous avez l'affaire qui est classée sans suite. Donc ça peut paraître frustrant dans un premier temps parce que ça paraît que votre travail il a été fait un peu pour rien, entre guillemets, mais je vous assure, ce n'est pas pour rien. C'est donc vraiment classé. Et si jamais, effectivement, d'autres pharmaciens font aussi plainte contre la même personne et le parquet, il remarque, ah bah tiens, en fait, il y a un fraudeur à répétition, bah dans ce cas-là, l'affaire sera quand même traitée devant un tribunal. Maintenant, deuxième possibilité, c'est que dès le début, le parquet, il décide qu'il y a il y a assez de preuves et le crime est assez grave pour tout de suite prendre des actions. Dans ce cas-là, il y a soit un avertissement, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction, il est contacté par le parquet en disant que ben voilà, en fait, on ne va pas vous poursuivre cette fois-ci, mais sachez que vous êtes exposé aux peines telles et telles selon le code pénal. Et si jamais ça devrait se reproduire, dans ce cas-là, vous n'êtes pas seulement euh, euh, jugé pour les nouveaux faits, pour les nouvelles infractions, pardon, mais également pour les infractions que vous avez commises jusque-là. Et finalement, donc, disons le meilleur des cas, c'est qu'il y a une poursuite du dossier immédiate, ce qui devrait ce qui devrait donc rapidement calmer le jeu pour que cette personne-là ne recommence plus ce type d'infraction. Maintenant, sur l'option 2, elle est peut-être un peu plus fréquente dans le sens où c'est l'option où le pharmacien il décide de ne pas appeler la police immédiatement. Alors, différentes raisons pourquoi il décide de se faire. Je donne l'exemple, par exemple, vous êtes pharmacien de garde, vous êtes sous-staffé, donc évidemment, dans ce cas-là, vous n'avez pas encore la possibilité de garder ce patient sur place et d'accueillir la police pour une falsification qui vient de se produire lors d'une délivrance dans un service de garde. Ou voire même le cas où vous avez même délivré déjà sur l'ordonnance parce que vous vous êtes pas rendu compte tout de suite que l'ordonnance est une falsification et c'est seulement par un contrôle par après que vous vous êtes rendu compte, ah mince, en fait, c'était pas une ordonnance authentique, j'aurais pas dû délivrer. Ben, dans ce cas-là, c'est quand même toujours recommandé de déclarer l'affaire d'un côté à la police parce que ça reste quand même toujours une infraction comme dans le premier cas, sauf que là, on n'est plus dans le flagrant délit parce que vous l'avez pas trouvé sur le coup, en fait, la personne. Et en même temps, et ça m'a permis du coup de faire aussi le lien avec nos collègues de la CNS qui ont aussi un mot à dire dans quelques instants à ce sujet. Il y a quand même eu une fraude à l'assurance qui a lieu dans ce moment-là, parce qu'il y a eu une délivrance de médicaments remboursés alors que cela n'aurait pas dû se faire. Et finalement, à nouveau, c'est nous, la division de la pharmacie, qui sont intéressés par cette copie d'ordonnance pour avoir l'information, pour pouvoir tirer les informations nécessaires des médicaments qui sont sujets à ces falsifications et l'ampleur du problème. Donc, j'ai vu avant qu'il y avait Monsieur Claude Frieden qui était connecté de la part de la CNS. Est-ce que tu m'entends, Claude? Oui, est-ce que toi tu m'entends aussi? Parfait, moi je t'entends. Ok, très bien. Ben, je remercie l'équipe de la direction de la santé pour que la CNS ait accès à cette réunion-ci pour un peu faire le point sur notre côté ou sur notre vision de la problématique. Il est vrai que pour nous aussi, prioritairement, c'est un sujet de santé publique. Mais en deuxième lieu, comme Sven l'a déjà évoqué aussi, il y a le risque que nous, on soit lésés financièrement. Et si je dis nous, je dis la CNS, si je dis CNS, je dis assurance maladie, maternité au Luxembourg de façon générale. C'est-à-dire tout le monde qui cotise est finalement lésé. Il faut faire le point là-dessus. Et à cet effet a été mis en place
le flux que la direction va après vous expliquer. Et dans ce flux-là, c'est-à-dire le flux, comment vous devez réagir si vous êtes confronté à une falsification, dans ce flux-là, il y a aussi le contact à faire avec la CNS, notamment avec le service Ludabus et Fraude qui est spécialisé dans ce domaine-là. Les informations à transmettre, elles sont listées dans le slide qu'on vous présente actuellement, c'est-à-dire il faut nous transmettre une copie d'ordonnance, une description succincte des faits, l'information sur l'identité de la personne et naturellement aussi la pharmacie si elle a contacté déjà la police elle-même ou le parquet. Voilà. Si on passe au deuxième slide, naturellement, serait à privilégier le refus de délivrance. Mais comme Swen l'a dit, il se peut bien aussi que le pharmacien s'aperçoit après coup que le contrôle qu'il fait le jour après sur l'ensemble des ordonnances, qu'il s'aperçoit après coup qu'il soupçonne qu'il y a une erreur. Néanmoins, il faut dans ce cas aussi signaler cette suspicion aux différents services. Et le dernier point, c'était oui, de faire l'accent encore une fois qu'au niveau des statuts de la CNS, la vérification de la carte de l'assuré est mandataire, quoi. Il faut effectivement que ce contrôle se fait en cas de suspicion. Je sais très bien aussi de mon passé qu'on ne va pas maintenant à chaque intervention, à chaque passage d'un patient qui présente une ordonnance, faire le contrôle de la carte de l'assuré, si on connaît la personne. Mais ici, on ne parle pas de ces cas-là, on parle des cas où le pharmacien aurait un doute. Voilà. Je vous remercie. Merci à toi, Claude, pour les précisions du coup du volet CNS. Donc, vous avez devant vous le flux décisionnel mentionné qui reprend donc de manière récapitulative toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer. Donc, dès qu'il y a un doute, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc effectivement essayer de lever ce doute, de voir si l'ordonnance elle est donc effectivement authentique. Dans ce cas-là, vous pouvez délivrer ou cas inverse, si elle n'est pas authentique, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle la police? Oui. Et dans ce cas-là, est-ce que j'appelle immédiatement ou pas? Qui est à contacter et via quelle manière? Donc vous voyez également les deux adresses mail qui sont à utiliser dans ce cas-là, notamment pour la division de la pharmacie, aussi bien que pour le service abus et fraude de la CNS. Donc limite, je vous invite à l'imprimer et de l'accrocher au niveau de l'officine pour votre pratique future. Alors, pour aller un peu plus loin, on propose également des conseils pratiques pour essayer de se préparer au mieux à la problématique si vous êtes confronté au cas en officine. Donc peut-être qu'une idée pourrait être de mettre en place des alertes dans le logiciel de délivrance, soit au niveau de la fiche patient, produit ou du prescripteur. Essayez aussi d'en discuter au préalable avec l'équipe au sein de l'officine pour voir, pour être préparé, voir comment réagir si jamais le cas se présente. Et enfin, chose aussi importante, un patient qui utilise une ordonnance falsifiée, c'est probablement un patient qui est sous dépendance. Et donc, si le dialogue est possible avec ce patient, il peut toujours être intéressant d'essayer de l'orienter vers des établissements spécialisés. Donc, là, on vous a remis quelques établissements. La liste n'est pas exhaustive, mais voilà. Et on a remis effectivement, donc c'est aussi le rôle du pharmacien d'essayer de lutter contre la toxicomanie, et la surconsommation des médicaments. Là, on vous propose quelques cas pratiques d'exemples qu'on a réellement reçus à la DPM. On a modifié certaines informations, mais ce sont vraiment des cas d'ordonnance falsifiée que nous avons reçus. Et ils sont également mentionnés dans la brochure, dans le guide que vous avez reçu. Donc, si on prend le premier cas, ce que je vous propose, c'est je vous lis le descriptif et si vous voulez, vous pouvez essayer de proposer la réponse dans le chat. Donc, Monsieur F se présente le 21 décembre 2022 vers 8h30 dans une officine à Luxembourgville. Il donne au pharmacien une ordonnance française datée du jour même
qui, après première analyse, semble être conforme. Cependant, un détail sème le doute auprès du pharmacien qui appelle le prescripteur en France pour vérifier. Ce dernier confirme au pharmacien que M. F ne s'est jamais présenté devant lui et que l'ordonnance est en effet une falsification. Donc la question, qu'est-ce qui a pu attirer l'attention du pharmacien sur une éventuelle falsification? Je laisse juste quelques instants pour éventuellement mettre la réponse dans le chat et sinon je la donnerai. Sachant que je ne sais pas si j'ai accès à toutes les infos. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse dans le Non. chat, donc Ok. je pense que tout le Bon, ce que je monde- propose, oui, on Pas va, de oui, parce qu'on est déjà juste. Donc en Pas de fait, si réponse dans le vous, chat, on donne notre langue au chat. Voilà. voilà, si vous remarquez, donc le centre hospitalier qui aurait délivré l'ordonnance se situe à Erstein, qui est une commune française d'Alsace qui est située à 2h30, 3 heures de route du Luxembourg. Donc pour que le patient se présente à 8h30, en termes de délai, c'est difficile, voire surprenant. Et aussi, une chose qui attire l'attention, c'est que la molécule concernée, c'est la prégabaline. Et on sait que c'est vraiment une molécule qui est de plus en plus sujet au mésusage. Pardon. Alors, deuxième exemple, voilà. Donc là, c'est le cas de Madame D qui se présente dans l'officine. Elle s'excuse car elle n'a pas son ordonnance originale, car son médecin qui la suit habituellement lui a fait parvenir la prescription par mail. A priori, ce qu'elle raconte, c'est cohérent, mais par contre, il y a quand même quelque chose qui qui vous interpelle. Donc là, pareil, on va pas trop jouer. Donc si vous voyez, dans l'entête, il s'agit du docteur Claude Kigueri, diplômé de la faculté des gros bobos, de l'université Ça va mieux. Et ça, donc ce genre d'ordonnances, on peut les trouver, sur internet pour des diverses raisons, éventuellement récréatives. Mais on a vraiment reçu, voilà, ce type d'ordonnance et là aussi, si on regarde les molécules qui sont concernées, ce sont également des molécules, facilement, demandées, dans les ordonnances falsifiées. Du coup, troisième exemple, moins rigolo et en première vue peut-être un peu moins grave, mais une falsification quand même. C'est donc un nouveau patient qui se présente dans votre officine et vous informe qu'il est seulement de passage, pas du coin, mais qui veut bien utiliser l'occasion d'être ici pour prendre son traitement. Il est un peu pressé, car en pleine préparation pour son voyage prolongé à l'étranger, et vous présente l'ordonnance ci-dessous, qui à première vue a l'air correcte. C'est une copie conforme où il y a déjà eu une première délivrance dans une autre pharmacie. Rien d'anormal, mais au moment de délivrer, vous vous arrêtez quand même parce que, voilà, vous ne pouvez pas en bonne et due forme respecter la délivrance de cette ordonnance-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas si c'est visible via l'écran, sinon vous regardez dans la brochure, vous voyez que la date de prescription de l'ordonnance est celle du 27 juin, alors que la première délivrance, elle s'est fait le 7, pardon, oui, le patient indique qu'elle s'est fait le 7 juin, alors qu'on voit assez faiblement, mais on voit quand même que le 2, il a été modifié en 7 pour que le patient il puisse avoir plus de médicaments en une journée, ce dont il a droit. Parce que, comme je vous rappelle, normalement, s'il y a plusieurs délivrances consécutives, dans ce cas-là, le patient il est limité à soit un grand conditionnement ou deux petits conditionnements dans la même journée. Ici, pour des raisons probablement du départ, le patient, il a voulu avoir tout d'un même coup et ça, selon la convention de la CNS et le syndicat des pharmacies, ce n'est pas permise. Donc voilà, la fin de notre présentation de la brochure. Si jamais il y a des questions, des remarques, on est ouvert à en discuter encore maintenant jusqu'à 13h30. Vous pouvez poser les questions via le chat ou sinon, évidemment, même par la suite, si pas toutes les questions peuvent être traitées, vous êtes toujours invité à nous faire parvenir vos mails sur les adresses qui vont figurer encore à la fin. Avant de passer aux questions quand même, j'aurais dû commencer par les remerciements. Donc, je peux que répéter qu'il s'agit pour cette brochure d'un effort commun entre la direction de la santé, la Caisse nationale de santé, les pharmaciens représentés par le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et le volet hospitalier également. Même la justice a aidé activement
avec plus qu'un dialogue avec la police ainsi que le parquet. Donc un grand merci à tous ces acteurs-là qui ont participé à la réalisation de cette brochure concernant la thématique des ordonnances potentiellement falsifiées.